Alors, il y a aucun différent avec le MOF. Le MOF reste le MOF. Et j'ai surtout pas la prétention de créer un nouveau MOF. Mais j'avais une autre prétention, c'était de mettre en lumière et en avant nos métiers, parce que comme tu l'as dit précédemment, eh bien oui, ça parle peu, ça parle moins, le maître d'hôtel, la réception, etc., que la cuisine, la pâtisserie qu'on voit sans arrêt sur les réseaux, les médias et compagnie. C'est presque un épisode transgénérationnel, car j'ai reçu sa fille ici. Mais c'est bien son parcours de proviseur et meilleur ouvrier de France qui va nous intéresser aujourd'hui. Bonjour Denis Ferraud. Bonjour Maxime. Ravi de t'accueillir, merci beaucoup, je suis très content. C'est la première fois dans 4 saisons d'Hospitality Insiders que je reçois 2 générations d'une même famille. Et dans l'ordre ou désordre, je ne sais pas, ta fille avant toi. Et c'est elle qui t'avait recommandé en plus comme recommandation d'invité. Donc c'est d'autant plus particulier. On peut embrasser Clémence quand même, on lui fait un petit coucou. Tout à fait, et gros bisous. On avait parlé avec Clémence donc de son entreprise, beaucoup d'événementiel. Toi, on va voir que ton environnement est un petit peu différent. Ta carrière plus longue aussi, en toute logique. Je veux bien que tu nous dises qui tu es, que tu nous racontes les grandes lignes de ton parcours. Alors, Denis Ferraud, eh bien, j'ai commencé par un apprentissage en service restauration dans un petit restaurant près de Besançon. Et puis ensuite, je me suis engagé dans la marine et j'ai fait l'école des maîtres d'hôtel de la marine, ce qui m'a donné accès à être maître d'hôtel d'un ministre et puis d'embarquer sur le fameux bateau qui était la Jeanne d'Arc, qui faisait le tour du monde, qui représentait la France à l'étranger, dont le pacha avait le titre d'ambassadeur itinérant. Ce qui m'a permis de servir énormément de personnalités, de rois, de ministres, de princes, de stars, etc., puisqu'on recevait tout le beau monde sur la Jeanne d'Arc pendant plus de 2 ans, donc faire de 2 tours du monde aussi, de découvrir plus de 50 pays, 60 pays. Donc c'était fantastique, comme je dis, c'était l'école de ma vie. Parallèlement à ça, comme j'avais quitté très tôt l'école, eh bien j'ai repris mes études en candidat libre pour passer d'abord un bac, puis un BTS, et puis ensuite les concours d'enseignement. Et après avoir quitté la marine au bout de 4 ans, mon objectif était de devenir maître d'hôtel dans un 3 étoiles Michelin. Okay. Bon, j'étais jeune, j'avais 22 ans. J'ai d'abord trouvé une place dans un relais château au grand large sur l'île d'Oléron qui avait une étoile Michelin, où j'étais maître d'hôtel, et le seul reproche qu'on me faisait, c'est que j'avais l'air trop jeune, mais ils m'ont quand même fait confiance, ils m'ont pris. Ça s'est très bien passé. Puis j'ai enchaîné dans les relais châteaux. Je suis parti ensuite en Angleterre, au manoir aux 4 saisons, à côté d'Oxford, qui avait 2 étoiles Michelin. Et puis quand je suis rentré, je suis allé à la Côte Saint-Jacques, à Auxerre, chez Jean-Michel Laurin. Et là, j'étais enfin maître d'hôtel d'un 3 étoiles Michelin. Waouh, à quel âge? J'avais 26 ans. Ouais, incroyable. 26 ans. Quand même relativement jeune pour atteindre ce niveau de poste, et surtout avec 3 étoiles. Ouais. Et de là, on m'a fait une offre pour prendre un poste de maître d'hôtel au Méridien Étoile. À l'époque, Méridien appartenait encore à Air France, parce qu'il faut tout remettre dans le contexte. Il avait l'ambition de décrocher 2 étoiles au guide Michelin, ce qui n'était jamais arrivé pour un restaurant d'hôtel de chaîne, qu'on a obtenu au bout de 2 ans. Donc on a eu nos 2 étoiles. C'était un beau challenge parce qu'on avait énormément de moyens, des belles brigades et un vrai service en salle. C'est là qu'a démarré également, pour la petite histoire, Philippe Etchebest, qui était incroyable. demi-chef de parti à l'époque. Ouais. Voilà, on a travaillé ça avec le chef qui était Jean-Marie Meulien, qui lui avait été chef 3 étoiles Michelin à la Napoule, chez Houtier, donc un très grand restaurant de la Côte d'Azur de l'époque. Voilà. Et puis un jour, on m'a sollicité, puisque je passais mes examens en candidat libre et que j'étais un peu le seul sur l'académie. On m'a dit, mais vous avez une belle expérience, maintenant vous avez les diplômes suffisants, vous devriez enseigner. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, tout du moins transmettre. Enseigner, je savais pas ce que c'était, mais au moins transmettre, partager ma passion. Et puis le fait est que j'ai accepté un poste. Enfin, je suis parti prendre mon premier poste à Calais,
dans le Nord. D'accord. Et là aussi, j'ai dû passer les concours d'enseignants. Donc, j'ai commencé à Calais, puis au Touquet, et puis je suis parti ensuite enseigner à Tahiti. Belle expérience encore là aussi. Tu as, tu as quand même pas mal bourlingué, comme on dit, hein. Et on est revenu en Haute-Savoie, à Thonon-les-Bains. Ouais. Et puis là, j'ai présenté le concours MOF. Et attends, juste pour bien comprendre, là, tu enseignais donc à chaque fois en lycée hôtelier, Oui, donc les au lycée hôtelier de hôteliers Thonon, qui est bien réputé en plus. aussi, ouais. Et toi, enfin, on va bien sûr parler du MOF dans un instant, mais je comprends l'envie de transmettre, mais ça n'a pas été difficile, surtout pour quelqu'un qui, j'ai compris, avait un peu couru après les étoiles, de quitter le monde professionnel pour aller quand même relativement jeune dans le monde de l'enseignement et ne plus complètement revenir dans le monde professionnel traditionnel. Alors, si, il y avait du pour et du contre, mais j'avais surtout 3 enfants. Et à un moment, on se pose la question parce que c'est bien de faire des heures, mais est-ce qu'on privilégie ses enfants, son métier, ou est-ce Mmh. qu'on recherche un équilibre? Et donc, j'ai recherché un équilibre aussi. Je comprends, ouais, tout à Ouais. fait. Et tu en as Parce que profité pour prendre ta revanche d'étudiant qui n'avait pas fait de longues études en devenant prof. tout à fait. Et puis j'ai beaucoup perdu au niveau salaire. J'ai divisé mon salaire par 3, mais c'était pas un souci. J'ai retrouvé beaucoup en temps, et le temps, ça n'a pas de prix, et j'ai Mmh. surtout pu m'occuper de mes enfants. Voilà. Mmh. Avec ma femme. Ouais, Donc je ça, c'est comprends très bien. Donc Thonon, tout en gardant un pied dans le métier, parce que j'ai jamais complètement quitté. Enfin, on a toujours la possibilité de faire des extras. J'avais été sommelier, et donc j'ai aussi pas mal organisé de clubs de dégustation, choses comme ça. Enfin, je suis toujours resté en lien avec la profession, encore aujourd'hui d'ailleurs. ouais. Donc différemment, justement, j'ai le bon axe, j'ai envie de dire, pour profiter et voir ce qui se fait un petit peu partout, ce qu'on peut pas faire quand on est attaché à une maison. Ouais, absolument, mais c'est un bon point Ouais. aussi, c'est bien de le dire et puis de Ça me donne un bon défendre horizon. Ouais. le corps dans lequel tu es aujourd'hui. Thonon, on était en quelle année, à quelle époque? Je suis arrivé en 2003 à Thonon. D'accord, OK. Il nous reste quand même encore une vingtaine d'années à parcourir. Qu'est-ce qui se passe pendant cette vingtaine? Eh ben, en 2007, on m'avait déjà sollicité en 2004 pour m'inscrire au MOF. Et très sincèrement, j'avais regardé les sujets et ça m'avait pas vraiment plu parce que je trouvais que c'était trop des concours de profs. Mmh. Je voyais pas où était, en toute modestie et humilité, bien évidemment, mais l'excellence recherchée dans notre métier. Donc, j'avais refusé, et tant mieux. Et puis après, en 2007, il y a Patrick Sicard, donc ancien directeur de chez Le Nôtre, qui a Oui. repris la présidence du concours et qui a apporté un nouveau souffle et puis qui a complètement revu les sujets. Et j'ai dit, ah là, ça m'intéresse. Effectivement, beau challenge. Donc, j'ai présenté le MOF en 2007. En plus, le hasard fait qu'il se passait à Évian, au Royal Évian. Génial. Donc, j'avais pas trop loin à me déplacer. Donc, c'était génial. Un cadre magnifique. C'est la première fois que ça se faisait aussi dans un palace. Habituellement, ça se faisait dans des écoles, etc. Donc, Mmh. ça donnait une autre dimension à ces concours d'excellence. Voilà. Et j'ai eu la chance d'être reçu dès le premier tour. Dès la première fois, ouais, tout à Ouais, fait. ouais. Évidemment, tout le monde sur ce podcast sait ce qu'est le MOF. On va pas faire l'injure de représenter ce concours. Et donc toi, qu'on comprenne bien, tu représentes, parce que tout le monde le sait ici, mais il y a différentes classes. Tu représentes la classe maître d'hôtel, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais, maître d'hôtel, maître des arts de la table et du service. Ouais. Qui est donc sur la partie restauration, en tout cas salle, une des deux avec la partie sommellerie. Il y a le bar également. Il y a le bar, il y a la sommellerie, il y a le café, il y a les cigares, il y a les arts de la table. C'est très complet, nous. Mmh. C'est un peu la grande difficulté, quoi. On Mmh. a un palette très, très large. Absolument. Et on découvre nos sujets le jour même. Tu te souviens justement du sujet? Alors, ça se faisait en deux étapes, hein. Il y avait déjà des demi-finales qui avaient lieu à Paris. Mmh. Pour faire une première sélection. On devait être, je sais pas, une cinquantaine aux demi-finales. Là, on avait eu des reconnaissances produits, des reconnaissances des arts de la table, toujours énormément de questions sur la culture de la gastronomie, l'histoire de la gastronomie. En service, on avait eu une seule meunière à réaliser, et notamment une pour un enfant en lui faisant sa petite purée. On avait eu une entrecôte, pas une entrecôte, une côte de bœuf également à réaliser. On avait eu une dégustation de vin à l'aveugle avec un accord mets et vins. Wow. Enfin, voilà. Et puis pour la finale, donc là ça se passait à Royal Evian en 2 jours aussi.
Première journée, on avait atelier en anglais, de recrutement d'un personnel et des négociations avec un client sur un événement. Ensuite, on avait eu là aussi découverte de vin à l'aveugle avec accord avec des fromages. Donc il y avait des fromages qui étaient proposés, il y avait des vins qui étaient proposés. Il fallait essayer de trouver le vin ou au moins de donner un descriptif, un argument de vente et pourquoi on l'accordait avec tel type de fromage et bien sûr de reconnaître les fromages. Hein. Oui. On avait eu tout un atelier sur les arts de la table. On devait réaliser une table de rêve. Voilà, ça c'était notre chef-d'œuvre aussi. Wow. Le thème c'était réaliser une table de rêve pour un événement exceptionnel. C'est toujours très succinct. Moi j'avais un truc aussi comme ça et la complexité je trouvais dans la simplicité de la phrase. Ouais, et j'étais parti sur les 1001 nuits. Voilà, parce qu'en fait, j'avais plein d'idées, mais après il faut trouver la vaisselle, il faut trouver les nappes, il faut trouver tout ça. Et un jour, j'ai découvert un fabuleux service de chez Coquet où il y avait, ça rappelait les 1001 nuits puisqu'on voyait ces étoiles, des quartiers de lune, etc. En arabesque, fait sur les bords d'assiette. Il y avait la verrerie qui allait avec, etc. Donc je suis parti là-dessus. Et je me suis bien amusé. J'avais acheté à la Maison du Monde des guirlandes d'éléphants que j'avais suspendues sur les côtés, enfin, etc. J'avais recréé la lampe d'Aladin avec une petite lampe dans du sable, etc. Il suffisait d'appuyer, ça s'éclairait. J'avais pas mis les couverts volontairement, le couteau à droite, la fourchette à gauche, parce que je voulais donner aussi un côté un peu, comment dire, on sort du protocole. J'ai travaillé beaucoup dans les ministères, etc. Et là, c'est tout le protocole. Mais après, dans la restauration commerciale, il n'y a pas de protocole. Il y a des règles de savoir-vivre, mais il n'y a pas de protocole. Et voilà, on voit bien les mises en place aujourd'hui où il y a même plus de nappe, ou parfois il y a même plus de couvert. Enfin, donc complètement, on peut vraiment s'amuser là-dessus. Il faut juste que ça colle avec ce que veut le jury. Ça avait dérangé une partie du jury très classique, hein, évidemment. Et puis il y en a d'autres qui avaient dit enfin quelqu'un qui ose proposer quelque chose de nouveau. Et puis surtout, il y avait eu comme invité le grand chef là, j'ai oublié son nom, qui était parti à Paris, qui avait 2 étoiles Michelin, Guy Savoy. Et il y avait eu un reportage sur France 3 à l'époque sur notre concours. Et il s'était arrêté devant ma table et il a dit voilà, ça c'est une table qui me fait rêver. Ça m'a fait plaisir. Je l'ai découvert au moment du reportage, bien sûr, puisque le jour où on présente, on voit pas les jurys passer devant nos tables. Tu as eu de la chance en plus d'avoir la télévision à ce moment-là et d'avoir quelques images enregistrées. Voilà. Donc non, c'était bon. Après, on avait eu une selle d'agneau, on avait eu des huîtres, on avait eu des poires à flamber. Oui, c'était. On voit bien à quel point, en effet, le domaine est large et il y a plein de choses à couvrir. C'est un peu la difficulté de la partie maître d'hôtel, contrairement au sommelier, par exemple, qui va travailler que le vin. Vous balayez quelque chose d'assez large. Il y a ce côté un peu généraliste. Je trouve qu'il rajoute de la difficulté aussi par rapport à ça. Ça va être l'occasion de parler de la suite de ton parcours, mais qu'est-ce que ça t'a apporté, le MOF, au-delà de tous les éléments personnels, mais peut-être dans la suite de ta carrière? Eh ben, ça change tout de suite le regard des gens. Alors, étonnamment ou pas étonnamment, mais nous, on n'a pas l'impression d'avoir changé intérieurement. Mais quand un grand chef ou un grand directeur nous regarde, il nous regarde différemment. Et puis, ça m'a offert une belle opportunité parce que le jour où j'ai eu mon MOF, Régis Marcon était présent. Et il est venu me féliciter et il m'a dit écoute, j'aimerais bien que tu viennes faire une saison chez moi pour faire du conseil. Ah bon? J'avoue que j'étais très gêné, très embarrassé, mais j'ai pas osé lui dire non. Et de là est née une grande et belle amitié puisque j'ai fait 3 saisons de suite. Alors pas des saisons complètes, hein, j'étais prof donc je peux pas tout faire non plus, mais j'allais un bon mois chez lui avec ses équipes. Et puis là aussi, je disais ok, j'ai le MOF, mais j'ai pas la prétention de tout savoir et de mieux faire que toute ton équipe déjà présente. Et non, ça a tellement bien marché qu'eux redemandaient à ce que je vienne aussi, donc c'était très agréable. Quand tu dis que tu as gardé un pied dans le monde professionnel, en effet, là, c'est un bon exemple. Hein. Ouais. Donc non, c'était très agréable. Plus ça, plus nombreuses invitations, enfin des missions d'expertise, etc. Et ça change vraiment le regard. Et j'ai travaillé pour un guide. Le Bottin Gourmand. J'ai été inspecteur pour le Bottin Gourmand. Et donc, j'avais la charge de toute la Savoie et Haute-Savoie, ce qui n'était pas désagréable. En effet. Pour être de ce point-là, j'imagine très, très bien. Hop. J'interromps quelques instants
votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Est-ce qu'à l'époque, ça c'est une époque pas si lointaine, mais quand même, hein, il faut se remettre une bonne quinzaine d'années en arrière, le titre de MOF et surtout la partie, maître d'hôtel était déjà réputé comme ça l'est aujourd'hui ou c'est venu plus tard? Ah, non, non, je pense que ça l'était déjà, oui. Oui, oui. Mmh. OK, Oui, oui, non, non. Alors, on était moins nombreux, mais on n'est pas toujours très nombreux non plus, hein. C'est une classe, on doit être à peine 50 d'accord. aujourd'hui. Parce que Avec enfin, les- moi je le vis typiquement. Alors le titre de MOF en effet, tout le monde, le valorise. Par contre quand je dis, MOF, généralement on me dit: «Ah oui, tu fais de la cuisine?» Ouais, Et après quand je dis réceptionniste en hôtellerie, on me dit: «Ah bon, ça existe?» ça Donc il y a un existe. peu cet amalgame entre MOF, cuisine et c'est pour ça que je te pose la question de savoir si c'était déjà valorisé en tant que MOF, maître d'hôtel? Ah bah, pas autant que les cuisiniers, bien évidemment, hein. C'est toujours, même encore aujourd'hui, hein, quand on parle du MOF, les gens ne pensent qu'au métier de bouche, alors que Mmh. comme je leur ai dit, il y a plus de 220 métiers, donc ça surprend toujours. Ah oui, quand même. Donc, mais vis-à-vis du monde professionnel, oui, c'est très reconnu. Vis-à-vis du grand public, un peu moins. Mmh mh. Faut être Ouais, honnête. complètement. Enfin, faut quand même le préciser à ce moment-là de la conversation. Toi et moi, on a eu l'occasion justement de se rencontrer, cette année au mois de juin pour le centenaire, du MOF. Ouais. Donc tout le monde ne le sait pas, mais c'est vrai que, voilà, c'est un concours qui fête déjà ses 100 ans et en effet, il y a des dizaines de classes, pas que les métiers de bouche ou d'hôtellerie-restauration, il y en a plein d'autres dont on parle, peut-être moins et pour moi, c'était une belle occasion, comme c'était ma première année de MOF en plus de rencontrer, d'autres personnes et comme on n'est que 2 dans ma classe, si tu veux, j'étais très content de voir un petit peu C'est du sûr, monde. c'est de changer, ouais. Ah ben, c'est Hem, ce que je dis, moi, en plus du regard du monde professionnel qui a changé, c'est le nombre de métiers que j'ai découverts oui, grâce au MOF. mmh, Des métiers absolument. incroyables. Faisons un bond dans le temps, justement pour passer de Thonon et aujourd'hui tu es à Nice, je crois? Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé entre-temps? Alors après le MOF, eh bien, j'ai passé le concours de personnel de direction, donc pour être proviseur principal dans un établissement public d'enseignement français Mmh mh. que j'ai eu aussi, et j'ai commencé ma carrière comme tout le monde, c'est-à-dire principal adjoint. Et puis on m'a vite proposé un poste de principal dans un collège d'éducation prioritaire à Stein. Donc là, je fais le grand écart. J'aime bien les grands écarts aussi, hein. Je vois. Bien, j'ai la passion de mon métier, mais j'ai la passion de l'éducation et de l'enseignement, parce que je trouve que c'est une des choses les plus sacrées au monde pour un pays, normalement. Mmh, Quand on veut élever et éduquer son pays, ça passe par l'enseignement. complètement. Et puis après, bah, j'ai eu la chance qu'on me propose effectivement de prendre Nice avec un gros challenge. Il y avait tout le lycée à rénover. On a eu une enveloppe de 30 millions d'euros pour refaire complètement ce lycée qui aujourd'hui est le plus gros lycée hôtelier de France. En Waouh! nombre d'étudiants, on arrive à 1500 étudiants avec 1500 les étudiants de quel niveau à quel niveau? CAP à post-BTS. D'accord. Il y a plus de 40 formations différentes. Ouais, Sans compter le Greta, la formation professionnelle. ça fait du monde en effet. Ça fait du Donc monde. Nice Cépologier, tu as, aujourd'hui, enfin je sais pas si c'est toujours le bon titre, je vais lire, donc tu es à la fois président du campus des métiers et des qualifications d'excellence tourisme international hôtellerie région sud et C'est ça. proviseur du lycée Apologier. C'est 2 choses différentes et peut-être comment les 2 métiers se complètent? Oui, oui, c'est deux choses différentes, deux métiers différents. Je suis aussi directeur du CFA. Waouh, J'ai eu un peu plus de 300 apprentis maintenant. d'accord. Donc oui, alors le campus, lui, il a vocation à accompagner toute initiative ou tout besoin de formation sur un territoire, ou faire des missions d'expertise à l'étranger, parce qu'on est de plus en plus sollicité pour ça. Voilà, on Mmh. commence à avoir une certaine reconnaissance sur ce qu'on a fait, et bien on nous appelle, on nous demande. Donc c'est très intéressant de voyager et puis d'aller voir ce qui se passe ailleurs, et puis de voir, moi je le dis toujours, alors là c'est de temps en temps c'est bien d'être modeste, mais de temps en temps c'est bien de reconnaître aussi nos savoir-faire. Là je parle pas en tant que Denis Ferraud, mais en tant que Français. Mmh. Dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration, on reste une référence pour beaucoup.
D'accord. Et donc, il y a des échanges avec d'autres campus internationaux qui viennent sur le vôtre? Des campus ou des universités ou des écoles, oui. Dernièrement, j'étais au Kenya et puis en Albanie. Waouh! Ouais, il y a un certain mélange, en effet. Hem, Ouais. Tu es vraiment au cœur du sujet de l'éducation et on l'entend bien à travers ce que tu dis. Évidemment, ça te tient à cœur. C'est une valeur très forte. Bon, ça tombe bien chez moi aussi et je me demandais ta vision aujourd'hui du niveau, d'éducation hôtelière. Alors, tu as dit en effet qu'on n'avait pas à rougir, mais aujourd'hui, c'est comment tu le situes, le niveau dans les écoles hôtelières, le niveau d'enseignement qu'on donne à nos jeunes? Moi, je dirais que ça reste toujours un bon niveau. Alors, Mmh. on dira toujours que c'était plus dur avant, que c'était mieux avant, etc. Ça a changé. Voilà, on peut pas. Je sais pas si comparaison vaut raison, comme on dit souvent. Et il faut regarder plutôt devant, se projeter et se dire que où est-ce qu'on veut les emmener, qu'est-ce qu'on veut leur donner. On sait très bien que moi, je dis toujours, on donne le minimum. Hein. Je dis pas que quelqu'un qui sort d'ici, il sait cuisiner, Oui. il sait servir, il sait gérer un hôtel. C'est faux. En revanche, j'espère qu'on lui a donné les bonnes bases, qui fait que très rapidement, eh bien, il va comprendre le milieu dans lequel il est, il va s'y intégrer et lui, il va apporter la réflexion qui va lui permettre d'évoluer. Mmh. Parce que l'hôtellerie-restauration, c'est un monde tellement vaste. Quand on va d'une maison à une autre, il y a tellement des spécificités qui leur sont propres qu'on peut pas donner un enseignement qui fait que bah, je suis le meilleur ou je suis très bon partout. Mmh. Il y a un chef pour qui telle chose, les sauces, les jus, ça va être extrêmement important. Pour un autre, ça peut être la cuisson. L'autre, ça va être le végétal. Enfin, c'est compliqué. Hein. Alors quand ils disent vos gamins savent rien faire, non. Nos gamins, ils savent faire leur base, tenir un poste, se présenter, trancher, émincer, couper, etc. Après, vous allez leur apporter votre sauce, c'est le cas de le dire. Mmh. C'est en effet le cas de le dire, mais je trouve que c'est très bien que toi tu le dises. Il y a un peu parfois cet imaginaire, on fait des écoles et parfois même des grandes écoles et on s'imagine à la sortie, qu'on est, directeur, qu'on est bon, qu'on est mature. Alors mais déjà, toi comme moi en sortant d'école, j'étais très immature et j'ai beaucoup plus appris sur les années de terrain qu'à l'école et en effet, je trouve ça bien de le dire, très modestement, mais c'est déjà tellement une énorme partie du travail. L'école est là pour apporter les bases. Moi, je bataille pour ces fondamentaux. Il faut pas en avoir honte. On est là pour apporter ça et on peut pas construire des belles tours, des beaux édifices si les bases elles sont pas extrêmement solides. Et heureusement qu'il y a l'école pour apporter ça. Donc, je suis content d'entendre aussi ton retour. Mais tu sais, dans l'audience, il y a pas mal de jeunes étudiants, école hôtelière ou pas, d'ailleurs, peut-être qui y pensent. Tu leur donnerais quoi un peu pour comme conseil, peut-être pour se préparer ou faire un choix de carrière si, admettons, ils étaient, au début de leur école actuellement? Déjà d'être curieux. Mmh. Faut pas tout attendre de l'école. Comme on vient de le dire, l'école, elle donne des bases, mais c'est un monde vaste. Et moi, quand je sais pas, je me projette si j'ai 15 ans, 16 ans que je veux faire de la cuisine, eh bien, je vais aller. Mes parents m'emmènent ou pas au restaurant en fonction de leurs moyens, mais je vais aller sur les marchés. Je vais aller voir ce que c'est que les produits. Je vais rentrer dans une boucherie. Enfin, je vais quitter Mmh. un peu les grands centres commerciaux et puis aller voir ce que c'est déjà la qualité des produits, la différence des produits. Et puis, quand je déguste ne serait-ce qu'une salade de tomates, ben, j'essaye de retenir des saveurs qui leur sont typiques en fonction des variétés, du moment, de la région de production, etc. Et ça, c'est valable pour l'hôtellerie, quand on voit comment est conçue, je veux dire, une réception ou un accueil client, quand on le voit dans un service, quelle est l'attention qu'on porte. Enfin, voilà. Donc, il faut regarder un regard éveillé sur ce milieu qui nous entoure et sur lequel on se destine. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carrière, comme je dis. Il y en a, ils vont aller dans le monde des palaces, il y en a, ils vont aller dans la bistronomie, il y en a, ils vont aller dans le fast-food, et il y a des très belles choses en fast-food, hormis les grandes marques, bien évidemment. Je vais quand même pas les soutenir, celles-là, mais on voit qu'il y en a qui sortent des concepts très intéressants. Mmh. Ouais, c'est, en effet, je pense que la curiosité, c'est vraiment, une qualité et non pas un vilain défaut, contrairement à ce qu'on essaie de Non, nous non, non, faire croire et moi qui enseigne aussi, c'est une des premières choses que je dis aux étudiants, c'est qu'en fait, qu'ils aillent chercher, l'information, qu'ils aillent creuser et c'est vrai que, enfin, j'appuie là-dessus surtout aujourd'hui, ce qui était pas le cas à ton époque, c'était un peu le cas à mon époque. Aujourd'hui, c'est complètement le cas. Ils ont l'information à disposition, il faut juste prendre le temps d'aller creuser et pas attendre un petit peu comme un moineau, tu sais, le bec ouvert que ça tombe. Et ça, je trouve que c'est un peu une mauvaise habitude.
Et moi, j'aime bien les secouer en leur disant, en fait, ça va pas se faire tout seul. Vous pouvez pas attendre que ça vienne et espérer progresser et être en plus peut-être les meilleurs dans votre catégorie si c'est ce que vous voulez. Oui, alors là, oui, c'est vrai, aujourd'hui, ça a complètement changé la manière de s'informer. Il y a effectivement une énorme influence des réseaux, entre autres. Et là, on doit leur apprendre la capacité de discernement et de faire un peu le tri. Mmh. Parce que comme je dis souvent, quand je vais être désagréable, et je citerai aucun nom bien évidemment, il y a soi-disant beaucoup de grands chefs, pour moi, c'est des grands chefs Instagram. Parce que sur la photo, c'est magnifique. Si on doit manger le plat, c'est peut-être autre chose. Voilà. Ouais. Donc là aussi, il faut être très attentif. Et puis il y a des effets de mode. Hein. Il y a des tas de grands chefs qui auront pas les carrières de Michel Guérard dernièrement là qui vient de décéder, Paul Bocuse et compagnie, qui ont traversé toutes les époques, tous les âges, et chez qui on se régalait toujours. Et leur cuisine a aussi évolué. Alors peut-être un peu moins Paul Bocuse parce que lui il défendait la tradition, mais quand on voit Michel Guérard, tout ce qu'il a apporté à la cuisine, beaucoup aujourd'hui s'appuient sur ses connaissances et ce qu'il leur a transmis. Hein. Complètement. Il y a une notion, alors pas que pour la cuisine, mais la cuisine est un bon exemple, de profondeur, je trouve, tu vois, de profondeur de champ à aller chercher, pas rester juste en surface, mais justement de creuser. Ça revient sur cette notion de curiosité. Il faut creuser pour peaufiner son art, découvrir des choses et améliorer finalement avec le temps. Et alors, on a pas mal parlé d'éducation, mais il y a d'autres sujets sur lesquels j'ai envie d'aller chercher et qui, à mon avis, font un petit peu le lien aussi. J'ai lu, et puis je suis ça quand même depuis quelques temps, que tu as créé, ça fait maintenant une dizaine d'années, 10 ans d'ailleurs, je crois, le trophée du maître d'hôtel. Je veux bien que tu nous parles de ce concours et, un, pourquoi l'avoir créé, et deux, est-ce que y a pas un petit différent avec le MOF? Quel est l'historique autour de ça? Alors, il n'y a aucun différent avec le MOF. Le MOF reste le MOF. Et j'ai surtout pas la prétention de créer un nouveau MOF. Mais j'avais une autre prétention, c'était de mettre en lumière et en avant nos métiers. Parce que comme tu l'as dit précédemment, eh bien oui, ça parle peu, ça parle moins, le maître d'hôtel, la réception, etc., que la cuisine, la pâtisserie, qu'on voit sans arrêt sur les réseaux, les médias et compagnie. Donc, mon souhait était de pouvoir créer un concours qui soit en public, parce que ça n'existe pas dans notre métier, un concours public, et qui soit au CIRA. Parce qu'au CIRA, pour moi, c'est la plus belle vitrine qui existe dans le monde Tu peux peut-être professionnel. brièvement préciser ce que c'est que le CIRA. Tous nos auditeurs ne connaissent pas. C'est le Salon international de la restauration et de l'hôtellerie qui a lieu tous les 2 ans à Lyon. Voilà. Et qui rassemble un peu plus de 700 000 visiteurs, 800 000 visiteurs, sur 7 halls d'exposition. Le monde entier est là. C'est là qu'a lieu le Bocuse d'Or, c'est là qu'a lieu la Coupe du Monde de la pâtisserie, la Coupe du Monde de la boulangerie. Et le trophée du maître d'hôtel à son niveau. Ah oui, je savais pas que c'était pendant la Sierra également, pendant le Sierra. Ouais. Donc, ça nous apporte, quand on le fait, le jour de la finale, pour l'instant, et je vais toucher du bois, j'espère que ça va durer, on a en moyenne 300-400 personnes qui nous suivent dans les gradins publics pendant 4 heures, qui ne bougent pas. C'est merveilleux, on se dit, ça se trouve, il y a vraiment de l'intérêt. Donc ça oblige à créer des épreuves qui soient aussi dynamiques et montrer que ce métier, il n'est pas statique du tout et il se résume pas à poser une assiette à droite, à gauche ou verser un verre de vin. Donc je suis, alors bien sûr, je l'ai pas fait tout seul. Moi, j'ai eu cette idée. Je suis allé démarcher 2-3 collègues et j'ai créé un petit comité au départ avec Denis Courtiade du Plaza, directeur de la restauration Plaza Athénée, avec il préfère qu'on l'appelle maître d'hôtel d'ailleurs, il aime pas trop ce titre de directeur de la restauration. C'est vrai. Hervé Parmentier qui lui est maître d'hôtel chez Gagnère à Paris, mais il gère aussi tous ses autres restaurants. Stéphane Trappier, maître d'hôtel aussi, premier directeur de la restauration à la Tour d'Argent. Un autre collègue MOF, Patrick Chauvin, de la même année que moi, 2007 aussi, qui lui est directeur délégué des formations dans un lycée privé à Sainte-Anne. Voilà. Ça, c'était la première équipe de base avec qui j'ai dit, bon, vous êtes partant ou pas, parce que tout seul, on fait rien, on le sait bien. Ils m'ont dit oui. Et puis après, j'ai eu surtout la chance d'avoir l'ouverture du CIRA et de pouvoir être présent au CIRA. Et ça, c'était grâce à entre autres, on revient à Régis Marcon,
qui m'a soutenu dans cette démarche parce qu'il n'y avait pas de maître d'hôtel, il n'y avait pas de service, ça leur parlait pas. Et Michel Roth, voilà aussi qui est un grand. Génial, que des grands noms. Contrairement au MOF, qui est un examen, donc il peut y avoir plusieurs titrés chaque année, là c'est un concours, donc c'est-à-dire il y a un seul gagnant. Alors oui, il y a, on va dire, le trophée d'or, le trophée d'argent et le trophée de bronze. D'accord, donc techniquement là on a eu que 10 trophées d'or sur la dernière décennie. Non, on en a eu que 5. Enfin, on va en avoir. Le 5e sera en 2025. Parce que c'est tous les 2 ans. Ah, vous êtes vraiment aligné sur le CIRA. Ah bah oui, on fait exactement pareil. Et pendant la Covid, vous avez pu également continuer? Alors, on avait dû faire les demi-finales en visio pour la première fois. Ouais. Et puis sinon, la finale, on a pu la faire au CIRA, oui, puisqu'ils avaient décalé la date du CIRA. Et ça, c'est toujours un peu les moments particuliers. Ouais. Pareil, peut-être un conseil sur quelqu'un qui voudrait présenter un concours, alors que soit maître d'hôtel, que ce soit MOF, ou même dans d'autres branches que la partie maître d'hôtel. Qu'est-ce que tu leur dirais avant de se lancer dans un tel concours? Eh ben, c'est ce qu'on a dit juste avant. Faut approfondir, faut creuser, faut être curieux, et puis surtout, faut avoir envie de transmettre et de partager. Faut pas y aller en se disant je vais être le meilleur, je vais tous les écraser. C'est pas ça l'intérêt du concours, de tous les concours. C'est de se dire quoi qu'il arrive, je vais énormément apprendre, quel que soit mon résultat, parce que je m'y serai préparé. Je vais rencontrer des belles personnes, parce qu'on fait toujours des belles rencontres, et ben je vais y gagner, et je vais grandir. Et avoir l'intention de se dire en toute modestie, mais ben, je pense que j'ai quelque chose de nouveau que les autres ne font pas à apporter dans ma manière d'aborder un sujet ou de présenter une épreuve. C'est ça qui est intéressant. Et il nous épate tout le temps. Hein. Pourtant, on a tous un peu de la bouteille et du métier, mais on est surpris à chaque session. Ils font toujours des choses remarquables. Parce que la différence aussi que j'ai voulu dans notre concours, d'abord, c'est qu'ils soient bienveillants, hein, qu'on ne soit pas des jurys là cassants, en disant c'est pas faire, vous tenez mal votre truc. Enfin, c'est pas du tout ça l'idée. Parce que on est en public, donc il faut que ça soit beau. Il faut qu'on voit des gens qui sont heureux, qui se réalisent et qui sont pas en train de stresser et de trembler devant un jury. C'est inintéressant ça, et ça casserait toute l'image. Donc on leur donne les sujets à l'avance, on les accompagne dans leur préparation. Quand ils nous posent une question, on y répond, mais on dit pas faut faire comme ça ou faut faire comme ça. Il n'y a pas de règle, puisque là aussi, ce qu'on attend, c'est le côté innovant. Bien sûr. Par exemple, il va y avoir la Solmenière là en demi-finale. Donc, on leur a donné la base, et puis après, on attend qu'ils la réalisent d'une manière un peu innovante. Parce qu'ils ont toujours une petite sauce à réaliser. On leur donne des épices, on leur donne des poivres spéciaux, et on dit, vas-y, faites vos essais, faites vos tests, comment vous allez l'amener, l'apporter, la préparer. Ouais. On n'est pas sur un référentiel. Ça part toujours d'une base classique, mais ce qu'on attend, c'est qu'est-ce qu'ils font de cette base classique. Je comprends. Comment ils la valorisent. C'est extrêmement intéressant, et enfin moi j'ai fait un épisode solo, je vais pas tout répéter ici, sur le fait d'aller à un concours, et moi j'ai parlé de mon cas personnel, de mon expérience. Je pense qu'en effet ça doit valoriser un parcours, une expérience, et ça vient récompenser le travail de certaines années. Je pense qu'il faut vraiment pas y aller avec les mauvaises motivations. Ça se voit déjà, toi qui maintenant es un jury, ça se voit un candidat qui vient là pour de la revanche ou un peu pour de la bagarre, plutôt que pour faire grandir ce métier-là. Exactement. Enfin, écoute, c'est extrêmement intéressant. Il y a plein de choses. Je te propose de faire une toute brève pause dans ce podcast que mes auditeurs connaissent bien, qui s'appelle mots-clés contre bénéfices. Je te donne les règles. Tu nous partages un mot-clé de ton choix, et si les auditeurs l'utilisent sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur cette vidéo YouTube, eh bien, ils obtiennent un bénéfice de ton choix. Et la parole est à toi. Alors, transmission. Transmission. Qu'est-ce qu'on obtient si on écrit transmission? Si on écrit transmission, on peut prendre un verre au rooftop du lycée hôtelier de Nice. Avec Denis Ferraud, j'espère. Oui, bah, bien sûr, je serai présent. Avec plaisir. Excellent. Merci pour ce partage-là. On va élargir sur toi avec ce que j'appelle les questions signatures. La première, c'est un peu un voyage dans le temps. On a bien parcouru ta carrière, et merci pour ça. Mais si tu pouvais revenir à un moment de ta carrière ou de ta vie, tout simplement, est-ce que tu ferais ce voyage, et si oui, qu'est-ce que tu changerais? En fait, comme je me suis je me régale encore aujourd'hui, j'ai rien envie de changer.
Si, il y a beaucoup d'autres métiers qui m'intéressent. J'aime les sciences, j'aime la musique, j'aime la nature. Mais voilà, j'aurais pu m'épanouir vigneron, maraîcher. Enfin, j'aime tout ça. Pour la Éleveur, retraite, peut-être. peut-être. Ah oui, pour la retraite, c'est sûr. Vigneron, peut-être pas, mais Environ, maraîcher. c'est épuisant. Ouais. Excellent. Est-ce que tu as une recommandation de lecture à nous partager, hôtelière ou pas? Alors, j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune lire Pagnol. La gloire de mon père, le château de ma mère, parce que mais moi je suis de l'Est, hein, faut le dire aussi, donc on n'avait pas autant de soleil que dans le Sud, évidemment, et je trouvais ces moments de partage, de transmission, toujours du père avec son fils, alors qu'il aime pas la chasse, mais il revient, il est tout fier de montrer ses Bartavelles, etc. Enfin, c'est tellement bien écrit, c'est tellement chantant que ça fait Ouais. du bien. Ça, c'est des bons ouvrages qui méritent un peu de vivre pour l'éternité. Hein. Ouais. Est-ce que tu as dans cette ligne ou une autre une citation favorite? Une citation favorite, moi, elle est très simple, hein, c'est Carpe diem. Ok. Ça te correspond? Oui. Ah, étonnant. C'est génial. C'est un bon message aussi à faire passer à tous. Peut-être pour continuer nos échanges passionnants. Alors c'est comme ça que tu es arrivé d'ailleurs sur ce podcast. Mais est-ce que à ton tour tu aimerais recommander un invité pour Hospitality Insiders? Ah bah je pourrais recommander un de mes collègues du trophée, ceux que j'ai cités précédemment, Denis Courtiat, Stéphane Trappier, Hervé Parmentier, Patrick Chauvin, oui par exemple. Je pourrais peut-être pas les avoir tous en même temps, mais un à un avec plaisir et j'ai beaucoup échangé d'ailleurs. Je jette cette info avec Denis Courtiat aussi, mais ça ne s'est pas fait pour des questions d'emploi du temps pour le moment, mais j'ose croire qu'à un moment on arrive à se synchroniser. Oui, Voilà, et probablement, oui. ouais, Ou complètement. Claire Sonnet, parce que c'est un regard féminin sur le métier aussi. Oui. Elles sont pas nombreuses, avec Mm. Elsa Jeanvoine, par exemple, qui a eu le MOV dernièrement, qui était la première trophée d'or du concours du maître d'hôtel. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais tous ceux qui sont passés par le trophée ont vu un petit boost dans leur carrière, un petit ou un grand boost plutôt dans leur carrière. Bien sûr. Donc Ouais. c'est bon signe, ça veut dire qu'on est dans le vrai de ce qui se réalise et des candidats sélectionnés. Complètement, et c'est la conséquence du concours, hein, comme peut-être pas autant que le MOF parce que c'est moins connu internationalement, mais néanmoins il y a quand même un côté tremplin dans une carrière. Et je suis content que tu. Et ils prennent beaucoup confiance en eux. Ils nous Mm. le disent tous. Une fois qu'ils ont fait un concours, ils y prennent goût. Et je suis content qu'en effet tu cites une femme. C'est vrai qu'il y en a encore trop peu dans ces métiers de restauration qui sont valorisés. Donc voilà, s'il y a des femmes qui nous écoutent, qu'elles se lancent aussi sans hésiter et qu'elles prennent confiance, pourquoi pas, à travers des concours. Mais il y en a besoin aussi. Ça apporte un équilibre, une autre touche à nos métiers qui en ont besoin. Quelqu'un qui voudrait échanger, soit pour te retrouver sur le rooftop ou parler d'autre chose, quel est le meilleur moyen de te contacter? Alors moi, j'avoue, hein, je suis pas trop sur les réseaux. Il y en a un seul, je consulte, c'est LinkedIn. Voilà. Oui. On te contacte sur LinkedIn donc? Ouais, mais je suis pas forcément réactif au jour même, etc. Mais je réponds en général. Tu réponds. Il n'y a pas besoin que ce soit immédiat. Ouais. Mais non, voilà, le plus simple, c'est sur LinkedIn. Je mettrai bien sûr toutes les références dans le podcast. Et enfin, c'est le moment. Sinon, via le trophée, il y a le site du trophée. Hein, le trophée du maître d'hôtel a un site, une adresse de contact. Je le mettrai aussi, évidemment, pour tous ceux qui s'intéressent. Toutes les références à chaque fois sont dans le podcast. Et mon cher Denis, c'est le moment de te laisser le mot de la fin. Alors, c'est la seule fois de l'épisode où je ne rebondis pas sur ce que tu dis. Donc, tu as déjà fait passer pas mal de messages, hein, cela dit. Mais c'est le moment d'en faire passer un dernier de ton choix à tous nos auditeurs. Eh bien, forcément, ça va être un message en lien avec mon métier ou mes métiers. J'ai envie de dire, quel que soit le chemin que vous allez prendre, prenez-y du plaisir. Et à partir de là, ça sera pas difficile. Parce que quand on vous dit ah mais c'est un métier difficile, d'abord je connais pas de métier facile. La seule difficulté d'un métier, c'est un métier qu'on n'a pas choisi. Donc si vous avez la chance d'être passionné par un de ces métiers liés à l'éducation ou à la restauration, engagez-vous à fond et vous allez vous régaler. Il y a tellement d'opportunités que vous allez vous régaler.